Merci. Donc merci de m'avoir invité pour cette journée d'animation sur la gestion participative de l'irrigation et les bilans des transferts qui se sont faits depuis 20 ans. C'est vrai que tout le monde le sait, la problématique d'une décentralisation et d'une participation résulte de plusieurs réflexions, mais une réflexion principale a été celle des bailleurs de fonds il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années qui ont, après évaluation de grands programmes d'irrigation dans le monde, opté pour suivre des principes nouveaux qui étaient élaborés du point de vue scientifique par l'école des biens communs d'Elinor Ostrom. Donc, parce qu'on ne peut pas commencer une réunion sur ce sujet sans rappeler ces principes. Je vous l'ai dit rapidement, une gestion d'irrigation par des sociétés locales suppose que les limites de gestion et de périmètre soient clairement définies, que les avantages soient proportionnels aux coûts assumés, c'est-à-dire que effectivement le fait de gérer localement soit de meilleure rentabilité directe pour les participants, que les procédures doivent être faites et doivent exister pour choisir, pour avoir des choix collectifs, qu'il y ait un système de surveillance et de supervision locale, ou en tout cas lié à l'association des usagers, qu'il y ait aussi un système de sanctions différentielles et graduelles. Donc là, on voit apparaître à côté du caractère démocratique et opérationnel le caractère de la justice de l'eau et du contrôle des personnes qui ne suivent pas les règles, qui est donc des mécanismes de résolution des conflits, une reconnaissance de l'état du droit à s'organiser, et enfin que ces systèmes s'organisent à plusieurs niveaux, avec un niveau local, puis des niveaux de fédération, à des échelles régionales, pourquoi pas nationales. Donc ces principes ont guidé en fait les projets à la fois scientifiques et les projets de développement. Et donc il est bon, après 20 ans d'exercice de tous ces processus, de faire un bilan qui est forcément contrasté parce que le monde n'a pas basculé dans une gestion participative, efficace, socialement équitable, et que sinon on le saurait. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de malentendus, il y a des controverses, et il y a surtout des usages de vocabulaire et de concepts qui ne se traduisent pas par des réalités de terrain. Alors, avant de regarder quelques exemples, je tiens à un peu resituer cette idée de participation d'une société civile à la gestion de ses ressources. Elle n'est pas née en 1990, elle date de la nuit des temps peut-être. En tout cas, les idées de coopération locale sont très anciennes. Et en matière de gestion de l'irrigation, je tiens un peu à vous faire quelques lectures de personnes qui ont réfléchi à cette question et qui ont écrit cela il y a pratiquement 2 siècles, et c'est toujours d'actualité. Le premier, c'est William Tassam, qui est sans doute méconnu d'entre vous, qui est le premier auteur d'un précis moderne d'irrigation, publié en 1799 à Londres et publié en 1803 à Paris. Et William Tassam explique comment gérer l'irrigation. Une inspection générale du royaume dont le but serait de déterminer les niveaux comparatifs de sa surface serait un pas nécessaire vers la direction générale des eaux. Et cette inspection devrait être faite avec une plus grande exactitude. Les avantages et désavantages locaux devraient être indiqués, et de l'ensemble des rapports, on pourrait faire des dispositions générales. Donc c'est la première idée, c'est la construction d'une connaissance partagée d'un niveau général, national, qui débouche ensuite sur des actions de terrain. Évidemment, à cette époque-là, il n'y a rien, il n'y a pas de direction de l'eau, il n'y a pas d'institution qui fédère qui que ce soit. Je prévois en général que, dans cette besogne, il faut se prémunir contre 2 inconvénients qui peuvent résulter des préjugés de 2 classes de gens bien opposés. On peut ranger dans l'une les propriétaires de terres et de moulins dont l'esprit n'est pas assez éclairé pour sentir l'utilité générale du système dont il s'agit, vu les bénéfices qui doivent en résulter pour eux-mêmes, et ils seront généralement contraires à des dispositions relatives à l'emploi habituel de l'eau.
Donc ça, c'est l'idée d'un égoïsme des utilisateurs puissants de l'eau dans la société traditionnelle. Mais l'autre critique qui est faite, l'autre classe sera composée de faiseurs de projets ou d'ingénieurs à projet qui peuvent être employés à l'arrangement ou à l'exécution du plan dont il s'agit et qui, étant gros de systèmes nouveaux, pourraient être induits à mépriser des obstacles réels et à donner une apparence séduisante à des projets impraticables. Vous voyez tout à fait ce que je veux dire et ce que l'on a connu depuis 20 ans, ou peut-être plus, dans certains nombre de programmes de développement où on a utilisé des génériques techniques, mais aussi des génériques institutionnels, comme cette notion de gestion participative de l'irrigation. Je ne vais pas détailler plus loin cette lecture, mais je vous recommande, et de toute façon ce texte figure sur Internet dans sa version anglaise, et nous allons essayer de la publier en version française. William Tassam voulait irriguer l'Angleterre. Pour vous dire aussi que ce royaume n'est pas un royaume des pays du Sud, mais un royaume qu'il estimait sous-développé du point de vue de son agriculture, du point de vue de son organisation collective. Et il avait cette analyse tout à fait remarquable que l'irrigation n'est pas seulement une réponse à un déficit hydrique, mais c'est aussi la construction d'un environnement et d'une société qui se solidarise et qui coopère autour de la création de nouveaux sols permis par l'alluvionnement, par ce qui est transporté avec l'eau d'irrigation. En ce sens, d'ailleurs, il est très cohérent avec des pratiques qui se passaient dans les pays du Sud, en Égypte, au Maroc, voire même dans l'Accro, puisque c'était comme ça qu'on a transformé ces espaces-là. Ouais, l'autre auteur qui nous a beaucoup influencé, et qui a influencé les structures institutionnelles actuelles, c'est Jaubert de Passat, qui quelques années plus tard analysait aussi les situations de manque de développement de l'irrigation dans différentes régions du monde. Et par exemple, en ce qui concerne la police des eaux, dont on a vu chez Elinor Ostrom que c'était quelque chose qui devait être conçu à un niveau local, Jaubert de Passat, dans le mémoire sur les cours d'eau et les canaux d'arrosage de 1822, explique que l'arrosage est protégé par la coutume et par les règlements. Leur exécution a longtemps été confiée à des autorités qui n'existent plus ou qui ont été remplacées par un nouveau titre. Nous sommes après la Révolution française et après les épisodes napoléoniens. Il serait inutile aujourd'hui d'étudier les anciennes formes. Un aperçu sur les nouvelles suffira, je le présume. Nous reviendrons plus tard sur les abus qu'elles protègent et sur les moyens d'y mettre un terme. Lorsqu'un règlement a été proposé et adopté, il devient exécutoire pour tous les co-usagers. Mais il renferme en outre des mesures de police qui seront exécutoires contre tout individu qui les enfreint. Un ou plusieurs agents, désignés autrefois sous le nom de clavaïr et aujourd'hui sous celui de bannier, seront chargés de la police des eaux. Ils visitent alternativement chaque portion de terroir, suivent les eaux dans toutes les dérivations et veillent à ce qu'elles ne soient pas distraites des rigoles qui ont un droit de les recevoir. Bon, je ne vais pas non plus aller beaucoup plus loin, mais nous, en fait, chez ces deux auteurs, nous retrouvons toutes les bases des principes d'une gestion participative de l'irrigation, qui est inscrite dans un territoire, dans des délimitations strictes, reconnues à la fois par les usagers, les utilisateurs étant des agriculteurs ou des familles d'agriculteurs, mais reconnues aussi par les administrations centrales dans leur légitimité et dans leur défense de leurs droits. En fait, ce travail d'ailleurs a été étendu par Jaubert de Passat en 1847 par sa publication sur l'arrosage chez les peuples anciens, dans lequel il systématise ces comparaisons et aboutit aussi à cette idée d'un compromis social qui est un compromis entre des pouvoirs publics, des initiatives privées et une organisation territoriale fondée sur un mélange de coutumes et de réformes,
Et il insiste beaucoup d'ailleurs sur le fait qu'une gestion participative n'est pas le simple produit de l'héritage des temps anciens, des coutumes anciennes, mais bien une confrontation entre cet héritage et cette culture et les besoins nouveaux qu'il s'agit de mettre en œuvre, non pas avec des modèles génériques, mais avec une problématique localisée, territorialisée, socialisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces transferts qui se sont faits évidemment, Jobert de Passa intervient avant la grande épopée hydraulique. Depuis, il y a eu l'épopée des barrages, l'épopée des grands projets hydrauliques, et puis cette analyse de rentabilité, d'échec, de la centralisation, pour aboutir finalement à deux voies qui ont été en parallèle depuis 1990. Une voie qui comptait sur l'émergence d'associations fortes, capables d'assumer tous les charges opérationnelles. Malheureusement, on s'est souvent contenté de chercher à simplement leur transférer les charges opérationnelles et pas à reprendre les principes anciens que j'énonçais, ou les principes d'Ostrom, qui a réinventé finalement ce que Jobert de Passa ou Tassam avaient initié, qui sont des principes constitutionnels, des principes qui donnent des droits, qui donnent des pouvoirs de police, de justice, même si ces pouvoirs s'exercent dans un cadre légal beaucoup plus large et politique beaucoup plus large. On peut voir aussi dans un certain nombre de cas, je pense au Maroc, à l'office du Haouz à Marrakech, que je connais bien, que le problème de la délégation de ce service à ces associations locales a buté contre des routines qui étaient mises en place, que la Société du Canal de Provence connaît bien d'ailleurs, puisqu'elle est partie prenante dans une partie de la gestion de cet office. Des routines, mais aussi une façon de faire émerger les associations par des délimitations qui sont incohérentes à la fois par rapport à l'héritage, c'est-à-dire les territoires gérés des anciennes séguiats de surface, incohérent par rapport aux eaux souterraines traditionnelles qui étaient ramenées par les galeries drainantes qu'on appelle Khetara au Maroc, mais surtout aussi incohérente par rapport à l'aménagement moderne de tuyaux sous basse pression, avec des délimitations qui ne permettaient pas aux associations créées d'être véritablement engagées dans le territoire, dans la responsabilité, dans la gestion quotidienne ou dans la gestion des investissements, dans le fonctionnement et dans les investissements. Si bien que ce transfert s'est fait sur le papier, il n'est pas terminé. C'est un processus qui dure peut-être un peu trop longtemps dans le temps des bailleurs de fonds, mais qui peut-être est quand même la base d'une évolution d'une société. On peut, Jobert de Passa, j'ai oublié de le dire, a été la référence fondatrice, en point de vue de l'action politique, pour la création des associations syndicales autorisées, qu'on appelle associations syndicales de propriétaires, dont mon voisin va amplement parler après. En 1865, cette loi institutionnalise en fait des pratiques qui étaient très anciennes, d'assemblées d'usagers, de co-usagers, qu'on appelait d'ailleurs les universités dans le monde catalan. Et c'est le même terme en arabe, la Jama'a, l'assemblée qui gère traditionnellement les réseaux, et la Jamaïa, l'université. Vous voyez qu'on a toujours cette idée d'une cohérence d'ensemble dans un territoire, dans une société, et que cette cohérence, cette implication de tous, en fait, dans les modèles de transfert, ne s'est pas réalisée correctement. Il y a aussi d'autres difficultés qui sont nées de ces transferts. C'est l'absence de pouvoir de défense, de pouvoir syndical. On a créé des associations, mais finalement sans poids politique. Et un peu comme on l'a fait dans les ASA en France, ce transfert est aussi un découpage et une sorte de division du monde rural, divisé pour mieux régner peut-être. C'est ce que, en tout cas, les agriculteurs français ont connu pendant quelques décennies,
avant de formuler des propositions de fédération, d'associations syndicales, je pense que vous en parlerez aussi, qui sont là pour construire un discours différent, un discours complémentaire à des discours plus techniques, plus politiques ou plus traditionnels. Ce qui, pour terminer, parce que je pense que j'ai plus qu'une minute, ce qui rend maintenant très difficile l'action commune sur ces associations, c'est qu'elles sont en difficulté parce que le transfert n'a pas été complet, mais elles sont aussi en difficulté parce qu'entre-temps, un autre volet de l'évolution depuis 1992 a été la recherche d'une très forte individualisation du service de l'eau, soit sous des formes de sociétés privées, soit sur des formes plus souvent pratiquées partout dans le monde, de recours aux nappes d'eau souterraines par des instruments individualisés, jamais, presque, enfin au départ un petit peu collectifs, mais très, très vite individualisés. Et ce qui fait que, effectivement, le territoire de gestion d'une association locale devient très compliqué. C'est un patchwork, c'est une mosaïque, il y a des intérêts divergents, il y a des pouvoirs qui s'opposent, il y a des restitutions de ressources qui sont très difficiles à réaliser, parce qu'effectivement, il y a une sorte de résilience de la situation de fait, de l'accaparement de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très inquiétant pour les années futures, parce que est-ce que, finalement, l'objet même de la participation n'est pas en train de se déliter parce qu'il n'y a plus de support territorial, plus de réseau unique, en tout cas plus de responsabilité institutionnelle à construire sur une forme de gestion de l'eau.